Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point sur les stratégies d'engagement que peuvent mettre en place les fonds d'investissement. Nous en parlerons dans un instant avec Jean-Baptiste Morel, responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons avec un point d'étape sur le secteur de la santé en matière d'investissement. Bien sûr, comment se porte le secteur de la santé en 2024 ? C'est une question que nous poserons à deux experts du sujet, à Thierry Scheur, directeur général de Service, mais aussi à Mounia Chaoui, directrice associée de Turenne Santé. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de retrouver Xavier Laurent, responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion, avec qui nous évoquerons les stratégies dans le non-coté. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre quelles sont les stratégies d'engagement que peuvent mettre en place les fonds d'investissement, des stratégies d'engagement que peuvent mettre en place des fonds en matière d'investissement actions, mais aussi en matière d'investissement obligataire. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Alors, la temporalité, l'actualité, la saison des assemblées générales qui approche invite évidemment à se poser la question de la stratégie d'engagement. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler quand même ce que veut dire mettre en place une stratégie d'engagement quand on est un fonds d'investissement ? Alors quand on est un fonds, que ce soit en action ou en obligation, on essaie de dialoguer le plus possible avec les entreprises dans lesquelles on peut investir pour essayer de promouvoir les meilleures pratiques. D'accord. Ça fait partie de notre rôle d'investisseur responsable. Être engagé, on le fait lors des assemblées générales en tant qu'actionnaire, mais on peut le faire également lorsqu'on est porteur obligataire. Nous, la plupart de nos titres sont des titres obligataires. Bien sûr. Et être obligataire, ça permet également d'avoir ce dialogue constructif avec les émetteurs pour pouvoir discuter de leur stratégie climat, de leurs enjeux sociaux et de leur gouvernance. C'est aussi très important. Parce que quand on est investisseur obligataire, on n'est pas présent aux assemblées générales, donc on n'est pas présent lorsque le plan climat, si tant est qu'il y a un plan climat, mais de plus en plus quand même dans les entreprises, il y en a, est présenté. Et donc on ne peut pas voter pour ou contre. Les actionnaires peuvent voter pour ou contre un plan climat aujourd'hui ? Alors on commence à avoir de plus en plus de résolutions sur des enjeux climatiques. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, ça reste assez faible. On n'est pas au niveau du See on Pay, donc sur la partie rémunération. C'est plutôt consultatif. Si mémoire est bonne, ce que relevaient le FIR et l'ADEME l'année dernière, c'est qu'il y avait eu en Europe 23 consultations uniquement de ce qu'on appelle du See on Climate. D'accord. Sur ces 23 résolutions, il y en avait 9 en France. Donc D'accord. ça reste quand même assez faible. Assez faible, et c'est présenté, mais ça n'est pas voté. C'est-à-dire que ça relève encore du conseil d'administration ou de l'exécutif de l'entreprise. Exactement, ça reste encore consultatif. L'actionnaire ne peut pas tout faire, il n'est pas responsable de tout dans une société. La loi Pacte, notamment, prévoit les responsabilités, les rôles de chaque organe. Il s'agit du conseil d'administration, de l'exécutif ou de l'Assemblée générale. En l'occurrence, la stratégie de l'entreprise, elle est décidée par le conseil d'administration. Donc c'est son rôle d'aller mettre en place une stratégie liée au climat. C'est vraiment de sa responsabilité. Et on a même vu des cas de résolution qui ont été déposés pour pouvoir discuter lors d'assemblées générales de ces enjeux climatiques notamment, et qui ont été rejetés, en tout cas qui n'ont pas pu être présentés parce qu'on considérait que c'était du micromanagement, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'actionnaire de venir discuter de ces enjeux-là. Et on a même le cas aux États-Unis où on a des entreprises qui vont aller jusqu'à attaquer des résolutions, donc attaquer en justice des entités qui veulent déposer des résolutions climatiques en considérant qu'ils vont au-delà de leurs responsabilités, au-delà de leurs droits et qu'ils n'ont pas à le faire. Quand on est investisseur obligataire, comment fait-on pour mettre en place aussi une stratégie d'engagement ? Alors, on peut engager. Alors, d'abord, il faut avoir aussi en tête qu'on est investisseur obligataire sur différentes tailles d'entreprises. Bien sûr. Aussi bien des petites entreprises, sur de la dette privée par exemple, ou des très grandes entreprises. Donc, je dirais les approches sont un petit peu différentes. Et évidemment, lorsqu'on est sur des entreprises plus petites, le rapport que l'on peut avoir avec les entreprises est beaucoup plus resserré. Donc, il y a un dialogue qui est plus facile. Néanmoins,
Pour des grandes entreprises, on peut aussi avoir un dialogue. On peut venir discuter seul ou avec d'autres investisseurs, venir discuter avec les entreprises pour essayer de mettre en avant, de les pousser à s'améliorer sur certains sujets. Et donc là, on sort mais du calendrier de l'Assemblée Générale à proprement parler, ça se fait tout au long de l'année. Exactement, c'est vraiment tout au long de l'année et on répond à une véritable stratégie. De notre côté, par exemple, on a décidé de mettre en place une stratégie avec des thèmes spécifiques d'engagement qui vont porter par exemple sur le climat, sur la biodiversité, sur la question de la diversité ou des droits de l'homme, notamment dans la chaîne d'approvisionnement. Et en fonction de ces thèmes, on va aller regarder quels sont les émetteurs que nous pouvons avoir en portefeuille qui sont les plus impactants sur ces thèmes et engager un dialogue avec eux. Et donc ce dialogue, on l'aura soit de manière individuelle, en allant contacter l'entreprise, soit de manière collaborative avec d'autres investisseurs, puisqu'il y a des réunions d'investisseurs sur certains sujets. Il y a quelques semaines, on parlait beaucoup des polluants éternels, et il y a une initiative qui existe qui s'appelle Chemsec, qui réunit un ensemble d'investisseurs pour aller parler avec les émetteurs, notamment du secteur de la chimie, de cet enjeu de polluants éternels. Et comment peut-on suivre ensuite dans le temps, parce que c'était notamment un des questionnements dans la refonte du label ISR, par exemple, c'est dire effectivement il y a les plans, et puis après vérifier qu'on est sur du réalisable et du réalisé. Est-ce qu'on se pose aussi ces questions quand on est investisseur obligataire? Alors bien évidemment, l'idée c'est d'aller engager avec des émetteurs pour lesquels on pense qu'on va être investi sur le long terme. D'accord. Si c'est pour faire des allers-retours tout le temps, évidemment, on n'aura pas d'impact de la stratégie d'engagement. Donc on va choisir, et c'est très important aussi pour nous de nous rapprocher de nos gérants de portefeuille, donc de discuter avec nos gérants de portefeuille, avec les patrons de la gestion pour décider des émetteurs sur lesquels on va pouvoir investir, on va pouvoir engager. À partir du moment où on va lancer un engagement, ça va être sur plusieurs années, et évidemment, l'idée c'est de pouvoir choisir les thèmes, discuter avec les émetteurs, et bien aussi de revenir 1, 2 ans plus tard pour essayer de voir ce qui s'est passé, est-ce que l'émetteur finalement s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, après nous, on va se poser des questions en termes de maintien de nos investissements. D'accord, ça peut aller jusque-là. On peut se poser cette question de maintien d'investissement si jamais il n'y a pas une adéquation parfaite dans la stratégie climat. Alors sans parler d'adéquation parfaite, tout d'abord, on a encore des sociétés qui refusent de discuter avec nous. D'accord. Et là, ça peut être un motif. Sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, tout à fait. Et donc là, on peut avoir un processus d'escalade. C'est ce qu'on a pu mettre en place avec des courriers qui partent ensuite de notre direction générale. Qui sont adressés au management de la société pour expliquer qu'en cas de refus, nous, on ne pourra pas maintenir nos investissements. Généralement, ça aide pour pouvoir avoir ce dialogue. Bien sûr, oui. Ensuite, on a ce dialogue et au bout d'un certain temps, si on se rend compte que finalement l'entreprise, elle ne bouge pas, pour nous, ça représente aussi des risques et pour nos clients, parce que l'idée, c'est quand même qu'on gère cela pour nos clients. Donc, ça représente des risques dans le maintien des activités des entreprises, des risques qui ne sont pas forcément bien gérés et pour nous, c'est un signal négatif pour le maintien de nos investissements. Sur le sujet, est-ce qu'on a plus ou moins de poids quand on est investisseur en actions, investisseur obligataire, ou c'est des stratégies différentes tout simplement? Alors, quand on discute avec des entreprises, en fait, on va regarder la performance ou la gestion de ces enjeux-là d'une entreprise, quel que soit de notre point de vue, quel que l'on soit porteur obligataire ou actionnaire. Il est vrai, quand on est actionnaire, ça change un petit peu le rapport avec l'entreprise. Bien sûr. On a des droits qui sont différents, c'est ce qui est prévu par la réglementation. On peut voter aussi parfois contre un dirigeant parce qu'on considère qu'il ne va pas assez loin sur certains enjeux, là où lorsqu'on est finalement porteur d'obligations, on n'a malheureusement pas cette possibilité. Pas encore assez d'outils, mais c'est peut-être justement des outils, des questionnements qu'il faut avoir aussi en termes juridiques, tout simplement, pour offrir plus d'outils aux porteurs obligataires. Alors il ne faut pas mélanger les genres. On n'est pas porteur obligataire, néanmoins on a de plus en plus de dialogue quand on est porteur obligataire, et puis effectivement on pourra avoir des outils, on commence à avoir des votes du côté des obligataires, parce qu'on reste, je dirais, une des parties prenantes de l'entreprise qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous poser une question aujourd'hui. Comment se porte le secteur de la santé? Une question que nous nous sommes déjà posée dans l'émission alors que post-Covid, le secteur connaissait un boom. Qu'en est-il aujourd'hui en 2024, à mi-année 2024? Nous avons le plaisir de recevoir deux experts pour en parler sur le plateau de Smart Patrimoine. Mounia Chaoui, tout d'abord. Bonjour Mounia Chaoui. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice associée de Turenne Santé. Turenne Santé qui est spécialiste donc, du non-coté et Turenne Santé dans le domaine de la santé. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Thierry Scher. Bonjour Thierry Scher. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes directeur général d'Eurial Service,
société de gestion immobilière spécialisée dans le secteur de la santé. Alors, nous avons donc 2 experts pour nous parler de la santé, justement, de ce secteur d'activité. Peut-être commencer avec vous, Mounia Chaoui. À mi-année 2024 ou presque, peut-on toujours dire que le secteur de la santé reste un des secteurs les plus dynamiques, comme on pouvait le voir en France il y a 1 an et demi, par exemple? Alors c'est vrai que c'est encore un secteur qui est très dynamique. Depuis le Covid, on a quand même eu aussi notre petite crise en tout cas dans certains secteurs. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont monté, qui faisaient suite à une inflation, notamment une inflation salariale. Les introductions en bourse se sont arrêtées, donc plus de sorties par l'intermédiaire des introductions en bourse. Par contre, on a certaines sociétés qui ont pu être vendues à des gros industriels et pour des prix très significatifs parce que ces gros industriels avaient accumulé pas mal d'argent pendant la période Covid et donc avaient de quoi acheter des nouvelles sociétés. D'accord. Nous, on l'a vécu notamment chez Turin Santé, puisqu'on a fait 3 sessions industrielles à des gros acteurs du secteur, voilà, justement, qui avaient pu s'enrichir pendant la période Covid. Et puis dans le domaine de la santé, sur le marché du LBO, donc plus le capital développement transmission, ça va dépendre des secteurs. Il y a des secteurs qui sont très dynamiques, tout ce qui est e-santé, tout ce qui est cybersécurité pour la santé, tout ce qui est dispositif médical. Et puis il y a des secteurs où c'est un peu plus difficile, par exemple tout ce qui est manufacturier, fabrication pour compte de tiers, où là on a souffert de l'augmentation du prix de l'énergie, des augmentations salariales, de l'augmentation des matières premières. Finalement, des mêmes sujets qu'on a pu voir dans l'industrie classique, l'industrie de la santé n'a pas été épargnée quelque part. Elle n'a pas été épargnée, même si elle réalise des marges qui sont meilleures que l'industrie classique. Ces marges ont quand même baissé du fait de l'augmentation du prix de l'énergie, de l'augmentation des salaires. Et du coup, ça a eu une influence un peu sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'en général, vous êtes fabricant pour compte d'un autre fabricant et ce fabricant-là va avoir tendance à déstocker plutôt qu'à produire par lui-même. Et donc, tout le monde a été un peu affecté sur la chaîne. Tout ce qui est fabrication pour compte de tiers. Si je comprends bien ce que vous dites, alors peut-être que je caricature, mais vous m'avez parlé d'e-santé, de cybersécurité, donc d'innovation dans la santé ou en lien. Alors, la cybersécurité n'est pas forcément l'innovation, mais proche du sujet innovation dans la santé. Comparé finalement à l'industrie plus classique, c'est là où on fait la différence aujourd'hui ? Alors c'est vrai que ces secteurs-là ont très très bien marché effectivement parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont été affectés par des cyberattaques, etc. Et donc dans le domaine des technologies de l'information pour la santé, elles se sont beaucoup modernisées, elles ont beaucoup innové et ces nouvelles offres ont été vendues aux hôpitaux, aux cliniques, etc. Sur le dispositif médical, les produits matures marchent aussi très bien. D'accord. Produits matures, produits innovants. Pourquoi ? Parce que on a toujours autant besoin de nouveaux produits de la santé, de dispositifs médicaux pour pouvoir faire ça va jusqu'à la pharmacie, chirurgie en orthopédie, etc. En pharmacie, alors les médicaments c'est un peu plus dur parce qu'il y a eu une baisse des prix. D'accord. La sécurité sociale a baissé certains prix. Donc les labos pharmaceutiques souffrent un peu. Malgré tout, c'est un joli secteur avec des nouveaux produits, avec toujours une demande qui est importante en France. Même question Thierry Richer. Alors là, on va parler plus immobilier, vue globale immobilière. 2 éléments, enfin un seul élément finalement, c'est cette hausse des coûts de financement et puis l'inflation aussi quand même qui ont pu avoir un certain impact sur certaines SCPI. Vous êtes spécialisé dans le domaine de la santé. Comment est-ce que vous voyez cette mi-année 2024 ? Comment est-ce que vous analysez ce secteur de la santé ? Alors, je ne vais pas vous dire que tout est rose, tout est facile, parce que dans l'immobilier d'entreprise santé, les 3 mots sont importants. D'accord. Il faut les distinguer sûrement. Il faut les conjuguer, mais les distinguer. L'immobilier, je ne vais pas nier la situation. Forcément, il y a eu des replis, il y a eu des difficultés sur le financement, les taux d'intérêt, etc. Donc, tout ça a des conséquences. Certes, le secteur de la santé s'est comporté comme étant plus résilient que d'autres secteurs, puisque beaucoup moins cyclique, donc plus cyclique, parce qu'effectivement les demandes ou les besoins sont fondamentaux. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le côté exploitant, en quelque sorte, les entreprises, effectivement, on voit naître des entreprises autour de l'innovation, etc. Donc, il faut qu'elles se logent, ces entreprises, il faut de l'immobilier autour de tout ça. Bien sûr. Et puis, le secteur de la santé, qui a toujours ces 2 piliers qui sont absolument fondamentaux, qui ont été révélés encore davantage
j'allais dire sublimé, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas, on en a vraiment fait quelque chose de beaucoup plus important grâce ou à cause du Covid, parce qu'on s'est rendu compte des besoins fondamentaux. Et en fait, les deux piliers en matière de santé, c'est quoi? C'est la longévité. Donc, dans les économies modernes, on vit de plus en plus longtemps, tant mieux. Mais en quel état? Donc, ce qui suppose donc des solutions d'hébergement pour des personnes dépendantes, pour des personnes handicapées, pour des résidences seniors, etc., etc. Donc là, il y a toute une industrie qui s'est mise en place autour de ça, avec aussi beaucoup d'inspiration qui vient de l'étranger. Je pense aux opérations de type co-living, qu'on voyait assez peu en France, les hôtels hospitaliers, qu'on voit très très peu en France, qui, là, notamment, est lié aussi au deuxième phénomène important, c'est comment on consomme la santé. Donc on la consomme aujourd'hui très différemment d'il y a 10 ans. D'accord. Et on la consomme également sûrement très différemment de ce que ce sera dans 10 ans. Et alors ça veut dire quoi, consommer de la santé en 2024? Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile d'associer ce terme de consommation à quelque chose d'essentiel comme la santé. Non, je vais vous prendre quelques exemples, mais il y en a un qui est assez prégnant, c'est notamment tout ce qui est chirurgie ambulatoire. Il y a 10 ans, c'était l'épaisseur du trait quasiment. Aujourd'hui, plus de 60% des actes chirurgicaux se font en ambulatoire. Ça a des conséquences sur l'établissement. Il doit s'organiser, la logistique, l'équipement est complètement différent. Donc tout ça crée effectivement une industrie. Les besoins sont là. Il y a une désadéquation entre l'offre et la demande. Et donc il y a un déficit d'équipement extrêmement important, tant en France que dans nombre de pays assez avancés, dans lesquels déjà nous sommes investis, puisque nous sommes investis dans 9 pays. Et ça, alors, l'ambulatoire, c'est quelque part quitter le lieu physique immobilier pour aller effectivement chez le patient ou autre. C'est des sujets que regarde un investisseur immobilier? Alors là, dans l'exemple que je prenais, c'est plus aller dans une clinique où vous arrivez le matin, vous ressortez le soir, l'acte chirurgical a été fait. Mais justement, quand je parlais tout à l'heure des hôtels hospitaliers, alors c'est peut-être encore l'épaisseur du trait, mais c'est symptomatique. Créer un hôtel hospitalier à côté d'une clinique ou d'un hôpital, ça veut dire vous hébergez la veille, vous repartez le lendemain de votre acte chirurgical, vous n'avez pas trop fait la queue le matin à 7h du matin avec votre dossier en étant un peu fébrile quand même parce que vous allez passer sur le billard. Et donc tout ça fait que vous vivez mieux cette hospitalisation. D'accord. Alors, évidemment, c'est moins remboursé, voire pas du tout remboursé, mais pour ceux qui ont les moyens, et il y a un marché évidemment pour ça, eh bien, ça crée là aussi une émulation, ça crée une nouvelle industrie, mais c'est tout ça qui fait que l'économie de la santé en tant que telle est en pleine évolution, est en pleine mouvance, et l'immobilier avec, puisque l'immobilier va accompagner tous ces phénomènes. On est dans une émission qui s'adresse quand même aux particuliers ou aux conseillers en gestion de patrimoine. Un mot du rendement. Alors avant que vous me répondiez, je vais rappeler que plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé, qu'il y a toujours le rendement de risque à garder en tête. Vous m'avez dit que c'était plus résilient peut-être que d'autres secteurs en termes d'immobilier. Est-ce que du coup ça suppose comment se comporte le rendement finalement dans le secteur de la santé? Alors il se comporte plutôt bien. Donc effectivement sur le long terme, on voit une certaine régularité. Alors jamais complètement en échappé, c'est plutôt dans le peloton, mais plutôt dans le bon peloton. Ça c'est important, mais encore une fois, ce que l'on vise, c'est plutôt la régularité. Je pense que le rendement, il faut l'analyser sous deux angles. C'est le rendement immédiat récurrent qui vous verse des revenus, ça c'est effectivement important, mais c'est aussi la valorisation du patrimoine, du capital. Et pour les épargnants, nous sommes vraiment très très attachés à cette préservation-là. Pour nous, c'est le premier enjeu. On a 58 000 associés, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, tiens, on a dévalorisé le prix de part parce que on a peut-être un peu moins bien géré, on a peut-être un peu moins bien acheté, etc. Donc on préfère un peu temporiser sur les nouvelles acquisitions, mais bien construire et solidifier cet édifice-là et assurer le rendement qui est tout à fait correct, bien évidemment, et plutôt dans le haut du panier. Mounia Chaoui, je voudrais revenir sur... Vous nous avez très bien décrit au début, effectivement, les différentes tendances dans le secteur de l'immobilier. Vous avez mentionné, effectivement... La santé. De la santé, excusez-moi, on a parlé immobilier, de la santé. Et vous avez notamment mentionné la difficulté qu'on pouvait avoir, notamment à trouver une porte de sortie via des IPO, ce qui était le cas qu'on pouvait connaître encore il y a quelques années, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on aborde différemment des investissements dans le secteur de la santé aujourd'hui? Pas forcément, c'est peut-être pas forcément lié qu'au secteur de la santé, d'ailleurs, ce sujet IPO. Alors, c'est pas lié qu'au secteur de la santé, puisque dans les technologies de l'information, c'est pareil. Nous, comment on fait? Effectivement, de toute façon, qu'on investit dans une société de la santé en innovation, on va avoir tendance à regarder les deux portes de sortie, qui sont l'introduction en bourse ou la cession industrielle.
voire éventuellement un LBO demain si la société devient rentable. Et donc du coup, à chaque fois qu'on regarde un dossier, on regarde ces 3 options-là et on développe la société comme ça allait faire l'une de ces 3 options. Donc du coup, le fait qu'on puisse sortir par cession industrielle est déjà rassurant. Bien sûr, nous a permis de réaliser, en tout cas chez Turenne, on a réalisé quand même 3 sorties l'année dernière, ce qui est très significatif en cession industrielle, sur des multiples très importants. On est de l'ordre de 7 fois la mise. Donc on peut faire des très belles opérations dans la santé, en choisissant bien ses actifs et en n'étant pas très loin de la sortie. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut regarder parce qu'effectivement, relever de l'argent continuellement est assez difficile en ce moment, parce qu'il y a moins de fonds de PE, il y a moins d'argent. Et donc, il faut, les autres fonds de PE ont moins tendance à réinvestir dans vos sociétés innovantes. Donc, il faut chercher quand même la rentabilité à court terme. On est loin du modèle biotech qu'on peut voir, par exemple, sur les marchés cotés. Aujourd'hui, on regarde plutôt ça. Effectivement, de pouvoir concrétiser une cession industrielle à pas trop long terme, à 4-5 ans, avec un syndicat d'investisseurs qui peut mener la société du point A jusqu'à sa sortie, si possible. Après, on ne peut pas tout prévoir, mais oui, bien sûr. Oui. Et en capital développement transmission, c'est-à-dire en LBO sur des sociétés rentables, ce qu'on va regarder, c'est des sociétés qui sont résilientes, qui ont un EBITDA qui se transforme très bien en cash, qui ne sont pas sur des rentabilités non plus trop élevées, de peur qu'il y ait des changements en termes de prix aujourd'hui. Bien sûr. Et aujourd'hui, on réalise, il y a pas mal de sorties qui se réalisent. On a eu l'année dernière un petit peu un blocage sur les sociétés qui étaient grosses de taille. Pourquoi ? Parce que les LBO mid large cap ont eu du mal à trouver de la liquidité. D'accord, oui. À cause de quoi ? À cause tout simplement de la levée de dette qui n'était pas facile, du fait de l'augmentation soudaine des taux, des banques qui étaient moins prêtes à prêter, etc. Aujourd'hui, tout cela est derrière nous et je pense que 2024 va être à nouveau une bonne année pour tout ce qui est LBO, notamment LBO mid et large cap. Alors là, on parle de non-cotés dans le secteur de la santé, dans une émission à destination des particuliers ou des CGP. Est-ce que ça fait sens de mentionner un rendement ou Oui, ça fait sens. Sur le LBO, c'est-à-dire le capital développement transmission, sur des sociétés rentables de la santé, on est aux alentours de 15% net à peu près pour les souscripteurs. Et sur le capital risque, on va être un peu plus haut, on va être de l'ordre de 20% net, mais une forte disparité entre les fonds. On rappelle quand même effectivement toujours ce couple rendement-risque qui existe, quels que soient les rendements proposés. Merci beaucoup en tout cas Mounia Chaoui de nous avoir accompagnés dans l'émission, directrice associée de Turenne Santé. Merci également Thierry Scher, directeur général d'Eurial Service, donc de nous avoir accompagnés tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Bienvenue dans l'œil du CGP, la dernière partie de cette émission. Nous allons tenter de comprendre quelle stratégie mettre en place sur le non-coté. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Xavier Laurent. Bonjour Xavier Laurent. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable multigestion et gestion pilotée au sein de Fédéral Finance Gestion. Et aujourd'hui, vous avez souhaité nous parler des actifs non cotés. Pourquoi ce choix ? D'abord, c'est un actif qui se développe et qui a eu un fort développement sur la période récente. On a un marché aujourd'hui qui est 13 000 milliards de dollars entre le capital investissement et la dette privée. Et c'est surtout un actif qui commence à être accessible aux particuliers. Bien sûr. Donc ça, c'est un point important pour vos auditeurs et téléspectateurs. C'est de comprendre que c'est un marché qui est en train de se développer. Alors, 3 raisons fondamentaux à ce développement. D'une part, l'aspect réglementaire. On a eu des banques qui ont été moins présentes dans le financement auprès des entreprises. Les contraintes, encore une fois, de réduction du risque des bilans. Des acteurs privés sont venus pour compenser ces financements-là un peu plus absents, financement structuré et crédit bancaire classique. Le deuxième point assez aussi fort, c'est une recherche de diversification des sources de financement. Les entreprises ont besoin de pouvoir accéder assez rapidement à différentes sources, et la dette privée notamment, et le financement direct ont été des acteurs assez forts d'accompagnement dans la croissance des entreprises. Et puis on a eu un besoin aussi fort dans le cadre du financement de la transition écologique et de la transition aussi numérique, où il a fallu avoir beaucoup de capitaux dans un environnement où l'État était moins présent, moins sponsor, et donc il a fallu trouver des financements privés pour accompagner ce développement. Donc 3 grands piliers finalement qui expliquent le développement des actifs non cotés, qui sont évidemment donc ouverts aux particuliers. Si on se met du point de vue de l'investisseur particulier, quelle place accorder aux non cotés ? Donc quand on parle de non cotés, on parle d'investissement en obligations. Investissement, dette privée. Exactement, donc actions ou obligations quelque part. Quelle place y accorder dans une allocation de patrimoine ? Alors,
on va partir d'une allocation un peu cible classique. On a déjà des actifs financiers. Ça vient vraiment en complément des actifs financiers traditionnels, donc les actions et les obligations qu'on peut détenir soit en direct, soit au travers de fonds, ETF, OPC classique. Et en complément aussi des actifs un peu traditionnellement non cotés, puisque l'immobilier fait partie de cette partie-là, entre les CPI et les OPCI. Donc c'est vraiment un complément naturel. Si on vise, encore une fois, une sorte d'un positionnement à peu près équilibré, entre 5 et 10%, ça paraît raisonnable. Alors, à comparer avec un positionnement plus agressif chez certains investisseurs, notamment institutionnels et les family office, D'accord. on détient structurellement entre 10 et 20%. D'accord. Donc on voit que c'est un petit peu moins, mais Oui, bien sûr. Ouais. on a un principe qui est illiquide, hein. C'est un placement qui est moins liquide, et dans ce cadre-là, il faut déterminer la part du portefeuille qu'on souhaite immobiliser sur une période relativement longue. Donc c'est pour ça que 5 à 10%, ça paraît un pourcentage à peu près raisonnable. Alors l'avantage de la liquidité, s'il y en a un, c'est la surrémunération. Ouais. On est sur des actifs qui offrent des primes assez importantes par rapport aux actifs cotés. On prend l'exemple toujours sur le capital investissement français sur les 10 dernières années. On a un rendement moyen qui oscille aux alentours de 14% pour le non-coté. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, à comparer avec un CAC 40 aux alentours de 8%, et même pour les PMETI qui a été aux alentours de 6%. Donc on a une prime significative. Et sur la dette, on a aujourd'hui des rendements à 10%, donc c'est assez significativement supérieur aux obligations traditionnelles. Bon, alors on rappelle quand même qu'il existe dans tout investissement un couple rendement-risque. Il y a du risque, évidemment. C'est pas free lunch, comme on dit. Et qu'il faut l'avoir en tête. Du coup, quand on est intéressé en tant que particulier sur le non-coté, comment est-ce qu'on fait un choix d'investissement ? Alors aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'y accéder dans les supports d'épargne classiques, que ce soit l'assurance vie ou les PER. Donc avec les points LTIF 2 pour améliorer la liquidité et puis l'accès aussi, la fractionnabilité, je dirais, des investissements par rapport au seuil d'investissement. Ça, c'est un point important. Et on a surtout la loi Industrie Verte maintenant qui arrive en complément et qui veut accélérer la diffusion auprès des particuliers. Alors, c'est obligatoire dans des schémas en gestion pilotée notamment, mais en gestion libre, c'est accessible. C'est pas obligatoire, mais c'est accessible. Et on peut y accéder sur des montants assez faibles. Donc, c'est relativement libre maintenant d'y accéder par ces moyens-là. Et est-ce qu'on fait comme sur les marchés actions 60-40 entre dette privée et capital investissement ? Alors nous, on a fait un choix assez classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des niveaux de taux qui sont assez élevés. On a plutôt priorisé une solution qui vise à être majoritairement sur la dette, mais avec toujours ce petit plus avec le capital investissement pour la valorisation du capital. Donc un produit mixte nous paraît être adapté à l'environnement actuel pour capter les rendements et avoir l'appréciation du capital sur la durée avec le private equity. Merci beaucoup Xavier Laurent de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP, donc la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.